Merci. Donc j'ai intitulé cette rencontre, cette conférence « Turgot, les Lumières au pouvoir ». Quelle est la situation à la mort de Louis XV ? Quand Louis XV meurt le 10 mai 1774, on raconte que le dauphin était avec la dauphine. Alors c'est le désormais Louis XVI et sa jeune épouse Marie-Antoinette, ils ont tous les deux 20 ans. Le dauphin était avec la dauphine, un bruit terrible et absolument semblable à celui du tonnerre se fit entendre dans la première pièce de l'appartement. C'était la foule des courtisans qui désertaient l'antichambre du souverain expiré pour venir saluer la nouvelle puissance de Louis XVI. Vous savez, ça fait un bruit de tonnerre sur les parquets, vous avez la foule qui se déplace, et en voyant arriver tous ces courtisans, le jeune Louis XVI s'est écrié « Quel fardeau ! Et l'on ne m'a rien appris, il me semble que l'univers va tomber sur moi. » C'était assez bien vu. L'état du royaume est absolument désastreux, les finances sont catastrophiques. Ce n'est pas l'état du royaume, c'est l'état des finances du royaume. Ne confondons pas tout. Les premières expériences libérales qui ont fait l'objet, comme je vous disais tout à l'heure, d'une première conférence, la première expérience libérale a été faite par Louis XV à partir de 1763 et 1764. Elles ont tourné court, c'est-à-dire que l'expérience avait consisté pour le roi à retenir le bras de la police des grains, c'est-à-dire de cette administration qui était sienne, qui allait sur les marchés, s'assurer que le prix du grain, donc du pain, n'allait pas excéder ce que le plus pauvre de ses sujets pouvait acheter pour vivre. Voilà, c'était le principe de la royauté. Qu'est-ce qui fait le roi ? Le roi est le père nourricier. Le roi demande obéissance et en échange, il donne la sécurité, c'est-à-dire la sécurité avant tout alimentaire. Voilà. Donc la police des grains, c'est l'administration royale qui, pendant des générations et des générations, a fait surveiller les marchés, c'est-à-dire protéger la population contre les menées des marchands. Alors les marchands ne sont pas les ennemis de la population, mais il est hors de question de leur donner plus d'importance qu'ils n'en ont et il faut certainement les brider. Donc la police des grains, en 1763 et 1764, est abolie. La police des grains a été rétablie en 1770, de même que les corporations, même en mauvais état. Les corporations, c'est-à-dire les organisations ouvrières, avaient beaucoup souffert de la première expérience libérale. Donc, un premier essai de 63 à 70 et de 70 à 74, on est revenu à l'ancien système. Les parlements ont été mentés. Qu'est-ce que sont les parlements ? Les parlements, ce sont les cours dites souveraines, c'est-à-dire les tribunaux qui rendent la justice au nom du roi. Pourquoi a-t-il fallu les menter ? Pendant tout le règne de Louis XV, les parlements qui ont non seulement comme fonction de rendre la justice au nom du roi, mais également d'enregistrer, c'est-à-dire d'inscrire dans leur registre les décisions royales, ont prétendu partager avec le roi les décisions, l'élaboration des lois. Une loi sous l'Ancien Régime, c'est une décision du roi. Une fois que le roi a pris sa décision, cette décision va devenir une loi et va être enregistrée par le Parlement. De tout le siècle de Louis XV, les juges ont prétendu ergoter sur l'enregistrement des lois en disant au roi « oui, nous voulons bien enregistrer, mais avant, il faut que vous changiez ceci, ceci et cela ». C'est-à-dire qu'il y a eu pendant tout le siècle une guerre entre le roi qui dit « la loi, c'est moi » et les parlements qui disent « oui, mais majesté, nous sommes là pour vous conseiller ». Conseiller, pourquoi pas, ergoter et empêcher l'enregistrement des lois, il est bien évident que c'est un abus de pouvoir et toute la guerre entre les parlements et le roi Louis XV pendant tout le siècle, c'est sur ces fondements-là que ça s'est fait. Or, à la fin de son règne, Louis XV a fait, à partir de ce qu'on a appelé le coup de Maupeou, il a renvoyé les magistrats à leur unique fonction de rendre la justice. On a appelé ça le coup de Maupeou. Donc les magistrats qui n'étaient pas d'accord, ils ont été renvoyés dans leur terre, et la justice a été rendue par des fonctionnaires et non plus par des officiers. Un juge était, dans l'Ancien Régime, propriétaire de son office, comme l'est un notaire aujourd'hui. Vous voyez ce que c'est qu'un notaire, il possède c'est un office. Les notaires sont c'est un mode de fonctionnement qui est issu de l'Ancien Régime, qui n'a pas été aboli à la Révolution. Donc les juges, c'était pareil, c'était des offices. Donc Louis XV a remboursé les offices et il a renvoyé les juges dans leurs terres et il a décidé que dorénavant la justice serait gratuite, pure et prompte. Et on recommande
au jeune roi Louis XVI. Il reprend un vieux monsieur qui s'appelait Maurepas et qui lui a donné les mauvais conseils et qui lui a dit Majesté, le peuple réclame que vous rappeliez les parlements, et Louis XVI a commis la bévue de rappeler les parlements. L'ancien chancelier Maupeou est venu voir Louis XVI et lui a dit j'avais fait gagner au roi, le roi c'est-à-dire son grand-père, Louis XV, un procès qui durait depuis 300 ans. Si le roi veut le reperdre, il est bien le maître. Et là, toute l'amertume de Maupeou, qui avait réussi à mater l'opposition absolument à la fois indue et féroce des parlements, à ce moment-là, a vu détruire en une seule décision toute son œuvre. Alors, je raconte ces querelles entre le roi et le Parlement dans plusieurs chapitres du livre De la centralisation monarchique à la Révolution bourgeoise, donc je crois qu'il y a des exemplaires là-bas, il me semble. Voilà. Donc, le jeune roi est inexpérimenté, c'est normal, mais je veux dire, il est mal préparé. Voilà, il est mal préparé. C'est son père qui devait régner. Son père est mort depuis un moment. Il avait également un grand frère. On avait misé sur le frère. Il est mort prématurément. Quand il arrive au pouvoir, il est terrifié. Il est terrifié. Il ne veut pas. Mais il est roi et il va assumer. Et il va suivre les conseils, comme il est très jeune, il va suivre les conseils de plus âgés que lui et des gens qui sont dans son entourage. Et on lui recommande un certain Turgot. Alors Turgot est le roi à 20 ans, Turgot doit en avoir 45 à 48. Donc c'est un très bel homme, c'est un homme plein, beaucoup de prestance, beaucoup de beauté, beaucoup de très très calme. C'est un homme très calme. Il est imposant. Et quand il est présenté devant le roi, il lui prend les mains. Ça se fait pas. Mais le roi est tellement intimidé, et c'est un jeune orphelin, hein, Louis XVI. Il a plus son papa, il a plus sa maman, il a le plus grand royaume d'Europe, la charge du plus grand royaume d'Europe. Il a peur. Et quand Turgot vient s'approcher de lui de cette manière-là, le roi est très très impressionné. Il est très impressionné par Turgot et il a envie de lui faire confiance. Il a envie, pas seulement de lui faire confiance, mais de s'en faire bien voir, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, il a envie de mériter l'estime de ce bel homme tellement calme, tellement imposant, qu'on lui a tellement chaudement recommandé. Alors, les caractéristiques de Turgot, c'est d'être extrêmement travailleur. C'est un homme qui a... Alors ça, c'est quand même beaucoup les grands commis de l'État de l'époque, ce sont des bourreaux de travail. Vous savez, nos aïeux se levaient très très tôt. Hein. J'ai vu, par exemple, sur le Parlement, il arrivait que des séances solennelles battent son plein à 7h du matin. Voilà. Donc, on se lève très tôt, on fait une petite sieste à midi et on continue très tard. Et Turgot fait partie de ces travailleurs absolument infatigables, travailler à ses dossiers, travailler à tout ce qu'on lui demande. Il est incorruptible. Il faut savoir que d'imaginer que Turgot a pu faire promouvoir les mesures libérales par désir de s'enrichir est absolument un contresens. Turgot n'a jamais gagné un sou, à part ce qu'on lui payait pour le faire. Il n'a pas spéculé, il ne s'est pas enrichi. Du tout. C'est un homme incorruptible et désintéressé. Il a été intendant du Limousin. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un intendant ? L'intendant, c'est devenu les préfets. C'est-à-dire, un intendant est le représentant du roi sur le plan administratif, dans une province. Vous aviez les gouverneurs, qui étaient le représentant du roi sur le plan militaire. Hein, un gouverneur d'une province, c'était le responsable de l'armée sur la province. Et l'intendant, c'était le représentant du roi, c'était celui qui appliquait la politique royale et devant qui tous les dossiers d'une province étaient présentés et qui lui-même faisait des rapports qu'il envoyait au roi, etc. Voilà. Donc, intendant, c'est une charge extrêmement importante dans laquelle, alors, quand on avait proposé le Limousin à Turgot, il avait accepté volontiers. C'était une région relativement déshéritée. Je veux dire, il y avait des régions beaucoup plus prestigieuses. Il a dit, si c'est déshérité, c'est ça qui m'intéresse. Je veux absolument faire le bien. Il avait l'ambition de bien faire et il ne courait ni après la gloire ni après l'argent. Voilà. Alors, on a fait valoir au roi que pendant la période où il était intendant du Limousin, il y avait une disette. Alors la disette, c'est un mot à l'époque qui signifie manque de. Je croyais que disette, c'était ce qui précédait la famine, c'est-à-dire au moment où les gens avaient faim, mais quand il n'y avait pas assez de numéraire, on disait qu'il y avait une disette d'argent. Voilà, une disette, c'est un manque.
Donc, il y a eu, pendant qu'il était intendant du Limousin, il y a eu une disette et il a développé des ateliers de charité. Donc, on présente au roi que c'est un monsieur qui a un grand cœur parce qu'il a développé des ateliers de charité. Je vous montrerai tout à l'heure, je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'était que les ateliers de charité. Je vous assure que c'est une horreur. Mais on a présenté ça au roi qui ne peut pas être partout. On lui dit il a fait des grandes choses. Et c'est un homme des Lumières. C'est un homme des Lumières. Turgot est un homme des Lumières. Il a été rédacteur de plusieurs articles dans l'encyclopédie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'encyclopédie? On y revient souvent, mais... continuons d'y revenir. C'est un gros dictionnaire qui a été entrepris honnêtement par les francs-maçons à l'origine. C'est un projet franc-maçon, mais c'est un projet de faire un gros dictionnaire qui va être le dictionnaire de l'état des connaissances du siècle. Au moment de la lancée de l'encyclopédie, l'Église a applaudi, parce que faire un recueil des connaissances, c'était très bien. Quand les jésuites ont vu ce qu'il y avait dans le dictionnaire, ils ont dit « halte là, c'est une entreprise anti-religieuse », et c'est là que la guerre a commencé. Alors ne croyez pas que l'Église s'est ruée contre l'encyclopédie. Ouvrez l'encyclopédie, vous verrez que c'est l'encyclopédie qui s'est ruée contre l'Église, et la guerre a été finalement gagnée par l'encyclopédie et perdue par l'Église, mais ça sera au niveau de la Révolution. Donc, l'encyclopédie a commencé à 1749, et en 1756, Turgot a écrit dans l'encyclopédie plusieurs articles comme étymologie, existence, expansibilité, foires et marchés et fondation. Voilà les articles de l'encyclopédie qui ont été rédigés par Turgot. Donc Louis XVI évince Terray. Terray, c'était le contrôleur général de finances que Louis XV avait mis à la fin de l'expérience libérale. Donc Terray est celui qui, sous l'influence qui, en 4 ans auparavant, en 1770, quand Louis XV l'avait appelé, avait abrogé les dispositions libérales de la déclaration de 1763 et de l'édit de 1764 sur le commerce des blés. Donc cette expérience libérale a été catastrophique pour la population. À partir du moment où on a cessé de brider le prix du grain, les prix ont monté, la population était absolument exaspérée, et Louis XV a fait marche arrière toute en faisant venir au contrôle général des finances l'abbé Terray. L'abbé Terray était un ennemi des mesures libérales. Turgot est un partisan des mesures libérales. Terray lui dit à Turgot, au moment où il va lui passer le flambeau et où il comprend ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'on va revenir aux mesures libérales, Terray dit à Turgot, 3 sortes de personnes sont intéressées au choix d'un système sur la police des grains. Les propriétaires de biens-fonds, les cultivateurs et les consommateurs. Je conviens que le système de la liberté est infiniment favorable aux propriétaires. Alors, petite parenthèse, on peut être propriétaire et consommateur et cultivateur. Là, il parle de ceux qui ne sont que propriétaires. Parce que vous avez des paysans propriétaires, bien sûr. Mais là, on ne parle que des propriétaires. On peut être propriétaire et bourgeois, on peut être propriétaire et noble, on peut être propriétaire et paysan. Mais il dit que le système de la liberté des prix est favorable aux propriétaires en tant que propriétaires. Et à l'égard des cultivateurs, l'avantage qu'ils y trouvent est purement passager, puisqu'à l'expiration du bail, les propriétaires savent bien se l'approprier tout entier par l'augmentation du fermage. Ça veut dire quoi ? Vous êtes exploitant d'une propriété, les prix ont augmenté, vous êtes exploitant et vous avez un bail, vous êtes locataire. Vous allez gagner beaucoup d'argent, le propriétaire à l'issue du bail va dire bon, maintenant le bail on va l'augmenter. C'est-à-dire qu'en fait c'est encore le propriétaire qui gagne et pas l'exploitant. Et il dit enfin les consommateurs souffrent évidemment le plus grand préjudice de la liberté qui porte les prix à un taux qui n'a plus aucune proportion avec leurs moyens de subsister et qui augmente toutes les dépenses. Et l'abbé Terray conclut que la liberté n'est favorable qu'au plus petit nombre de citoyens, indifférent aux cultivateurs et très préjudiciable à l'incomparablement plus grand nombre des sujets du roi. Donc on ne va pas dire que Turgot n'était pas au courant de ce qui allait se passer, on l'avait prévenu, et en l'occurrence l'abbé Terray. Turgot n'en a cure, il croit à ce système, il le veut, et il va convaincre le roi de l'imposer aux Français. Et il dit au roi, je crois véritablement que je suis né pour régénérer la France. Voilà, un modeste. Non, il n'était pas intéressé, mais il n'était pas modeste. Un orgueilleux, disons. Signe particulier de Turgot,
il avait écrit en 1770 un mémoire sur les prêts d'argent qui demandait la libéralisation de l'usure. Alors ça, les gens qui nous parlent de Turgot comme étant un grand réformateur qui a fait des ateliers de charité ne disent pas qu'il a fait l'apologie de la libéralisation de l'usure. C'est quoi la libéralisation de l'usure? C'est le prêt à intérêt, dit-il, doit être rendu licite et le taux doit être librement débattu entre un prêteur et un emprunteur. Les usuriers ne seront punis que par les lois qui atteignent les abus de confiance et autres tromperies. C'est-à-dire que si vous avez un besoin urgent d'argent et que vous trouvez un gentil prêteur qui vous le prête à 25% l'an, à l'heure actuelle, c'est interdit, ça s'appelle un prêt usuraire. À l'époque, c'est non seulement interdit à 25% l'an, mais c'était interdit tout court. On n'avait pas le droit de prêter de l'argent à intérêt, parce que la religion s'y opposait. Ce que dit Turgot, c'est le prêt à intérêt doit être rendu absolument libre, et s'il y a tromperie, elle sera poursuivie en tant que tromperie et non pas en tant que usure. Il dit, l'usure, c'est bien. Il dit, l'argent est une marchandise comme une autre qui doit subir, comme le reste, la loi de l'offre et de la demande. Qui a introduit le capitalisme en France? Ce sont ces gens-là. Les gens des Lumières, et là on voit que au niveau du commerce d'argent, c'est-à-dire de la banque, Turgot est un pionnier. Il dit la légitimité de l'intérêt est la conséquence immédiate de la propriété, du droit qu'a le propriétaire sur la chose. Il l'a, il peut le vendre ou le louer. Vous avez de l'argent, c'est votre propriété. Vous voulez le prêter, vous avez le droit. Vous voulez le louer, vous avez le droit. Vous voulez le récupérer, vous avez le droit. La propriété, c'est la règle absolue. Les droits du propriétaire vont être les droits absolus. Il dit le prix est toujours juste quand la volonté des deux parties a été libre et qu'il n'y a pas eu de fraude. C'est-à-dire que dans ce système-là, si vous êtes un miséreux qui avait absolument besoin d'argent, parce que, je ne sais pas, imaginons la foudre a détruit votre bien, que vous avez absolument besoin d'argent et que vous allez l'emprunter, Turgot va considérer que c'est un contrat libre que d'aller l'emprunter à un taux absolument ahurissant à quelqu'un qui a les moyens. Il dit que c'est libre, c'est-à-dire qu'il ne tient pas compte d'une situation sociale, c'est une vue de l'esprit totalement abstraite qui consiste à dire vous avez besoin d'argent, personne ne vous oblige, on vous le prête, personne ne vous en empêche. Voilà. Donc il dit c'est le besoin qui force un homme à emprunter, mais c'est ce même besoin qui le pousse à acheter son pain. Doit-il le voler? Vous voyez l'état d'esprit. Et il utilisera ce raisonnement pour justifier la libéralisation du commerce des grains. Il considère comme une erreur de croire que la liberté du commerce puisse avoir pour conséquence de renchérir le prix moyen des grains. Il dit c'est le contraire qui est vrai. Laissez courir le prix des marchandises, elles se maintiendront à un prix moyen. N'imaginez pas qu'elles vont augmenter, c'est faux. Ça, c'est encore une vue de l'esprit, ça s'appelle un dogme. Ça s'appelle une croyance, et c'est la croyance libérale, c'est la croyance des gens comme, c'est la croyance des Lumières, des hommes des Lumières. Il dit, la liberté, en augmentant la masse totale de la production, ne peut que diminuer les prix du marché général au profit des consommateurs. C'est un raisonnement abstrait. Quand il y aura de la liberté, il y aura plus de gens qui produiront, donc globalement les prix baisseront, donc il n'y aura pas d'augmentation. Et à partir de là, il va appliquer sa théorie, il va la mettre en pratique. Il présente au roi un programme le soir de sa nomination, c'est-à-dire dès l'été 1774. Il dit point de banqueroute. On va faire en sorte que l'État honore ses... Parce que la dette, c'est la dette. Hein. C'est catastrophique. Hein. À l'arrivée de Louis XVI au pouvoir, c'est catastrophique. Pas d'augmentation d'impôts, pas d'emprunt. Il dit on va faire, pour faire face à la dette, une stricte économie de réduction de la dépense au-dessous de la recette, c'est-à-dire la fin des prébendes et des dépenses inconsidérées. Majesté, s'il n'y a pas d'argent dans les caisses, c'est parce qu'on dépense trop. Ça vous rappelle quelque chose? Hein? Alors on va supprimer ça, on va supprimer ça. Il dit « Votre Majesté ne doit pas enrichir même ceux qu'elle aime aux dépens de la substance de son peuple. » C'est-à-dire qu'il fait croire au roi que s'il réussit à réduire son train de vie, il va permettre de sauver la substance du peuple. Bon, c'est gentil, je veux dire pourquoi pas, mais enfin bon, ça justifie pas le reste. Et il dit « La libre circulation des subsistances préviendra la disette » et il fait par avance appel à la fermeté du roi.
il dit que le roi ne devra pas se laisser effrayer par les clameurs qu'il est absolument impossible d'éviter en cette matière, quelque système qu'on suive et quelque conduite qu'on tienne. C'est-à-dire, on va supprimer la surveillance du prix des subsistances. Majesté, les gens vont crier, vous inquiétez pas, c'est prévu, c'est au programme, résister. Et ça va marcher, le roi va résister. Et ça va amener à la catastrophe. Les économistes, c'est-à-dire toute la bande de gens qui gravitent autour de l'encyclopédie et qui veulent absolument de ce système libéral, exultent. Condorcet, tout le monde connaît Condorcet. Condorcet, il faut savoir que c'était l'alter ego de Turgot. Vous aviez Turgot et Condorcet juste derrière. Condorcet écrit à Voltaire. Condorcet adore Voltaire. Il ne pouvait rien arriver de plus heureux à la France et à la raison humaine. Quand on libéralise, on fait œuvre de raison. Hein ? Alors qu'avant, il y avait la religion, la foi, la croyance, la superstition. Maintenant, on va passer dans le domaine de la raison. Jamais il n'est entré dans aucun conseil de monarque d'homme qui réunit à ce point la vertu, le courage, le désintéressement, l'annonce du bien public, les lumières et le zèle pour les répandre. Depuis cet événement, je dors et je me réveille assez tranquillement, aussi tranquillement que si j'étais sous la protection de toutes les lois de l'Angleterre. Ces gens-là ont un modèle, c'est l'Angleterre libérale capitaliste. Le choix de M. Turgot mérite d'être célébré par tous ceux qui s'intéressent à la bonne cause. C'est-à-dire que d'emblée, si vous n'êtes pas d'accord avec l'arrivée de Turgot au pouvoir, vous êtes contre la raison et vous êtes pour le mal, parce que l'arrivée de Turgot au pouvoir, c'est le bien, c'est la bonne cause. Voltaire appelle Turgot l'ange tutélaire et il regrette de devoir mourir maintenant qu'il voit au pouvoir la vertu et la raison. Alors pourquoi Voltaire annonce-t-il qu'il va mourir? Parce qu'il a passé toute sa vie à annoncer qu'il allait mourir. Voilà, tout le temps. Mais là, ça se rapproche quand même singulièrement parce qu'on est en 74 et qu'il va mourir en 78. Mais il aura quand même le temps de voir monter Turgot et de le voir descendre. D'Alembert. Alors d'Alembert, c'est un ancien ami de Diderot. Il a lancé avec lui le projet d'encyclopédie. Il n'est pas resté à l'encyclopédie, mais il est resté très très lié avec Voltaire. D'Alembert, c'est un très très bon ami de Voltaire. Et il écrit « Si le bien ne se fait pas, c'est qu'il est impossible ». C'est-à-dire que si le système libéral ne réussit pas à tout résoudre, eh ben on ne résoudra jamais rien. Voilà, c'est maintenant ou jamais. Turgot présente son programme au roi et il dit qu'il faut d'abord et avant tout la libre circulation des grains. Alors je rappelle que les grains à l'époque a été apportés par les producteurs sur la place du marché le plus proche de leur domicile. La population se servait d'abord, ensuite les boulangers et ensuite les marchands pouvaient relever le surplus. C'est-à-dire que le surplus qui va être mis sur le marché qui va circuler et ce qui reste quand la population locale s'est servie. Il est interdit de vendre du blé autrement que sur la place du marché. Un paysan qui vendrait son blé directement de son grenier se verrait très sévèrement puni. À partir de maintenant, on peut acheter le blé où on veut, au prix qu'on veut, et le sortir du marché comme on veut. Alors, les arguments des libéraux étaient « Mais vous ne vous rendez pas compte avec ce système, quand on manque de blé ici, et on est bien obligé de le faire circuler pour en mettre là. » Bah oui, sauf que les rois, ils y avaient pensé, et qu'il y avait pour ça des intendants et toutes les autorités qui se chargeaient elles-mêmes, quand il manquait du blé quelque part, d'aller en faire acheter par les marchands. C'était comme toujours les marchands qui le faisaient, les sous-surveillants, pour aller le porter d'un endroit à un autre. On croirait qu'on a attendu le capitalisme sauvage pour faire en sorte que ce qui manque ici soit vendu là. Ils y avaient pensé. Mais là, on va faire croire qu'on n'y avait pas pensé et que dorénavant, il faut absolument que le grain puisse circuler avant que la population se soit servie. Or, sans la moindre étude préalable, Turgot présente au Conseil le 13 septembre, retenez la date, 13 septembre 1774, soit 20 jours après son installation, un édit qui va décréter la libre circulation des grains. Son texte reprend les dispositions de 1763-64, mais il ne se prononce pas par prudence sur la liberté d'exportation, c'est-à-dire qu'il va y avoir libre circulation des grains à l'intérieur du royaume, mais pas à l'extérieur. Il est bien évident que c'est la hantise des populations, c'est que des marchands prennent sur le marché local pour aller vendre à l'extérieur. Turgot écrit en préambule à son édit. « J'ai voulu le rendre si clair que chaque juge de village put le faire comprendre aux paysans. C'est une matière sur laquelle l'opinion populaire peut beaucoup. » C'est-à-dire qu'il sait que les paysans vont être contre.
Et il écrit son édit de telle sorte qu'on puisse le vendre aux paysans en leur disant, voilà, on va vous expliquer, vous n'avez pas compris. Ça rappelle quelque chose, hein. Vous n'êtes contre parce que vous n'avez pas compris, on va vous expliquer. C'est déjà ça. Il dit, les négociants, donc on va expliquer aux paysans, les négociants, dit-il, par la multitude des capitaux dont ils disposent, par la promptitude et l'exactitude des avis qu'ils reçoivent, par l'économie qu'ils savent mettre dans leurs opérations, par l'usage et l'habitude de traiter les affaires du commerce, ont des moyens et des ressources qui manquent aux administrateurs les plus éclairés et les plus actifs. Ce qu'il explique, c'est que les marchands connaissent mieux le bien commun que les fonctionnaires. Les marchands ont intérêt à être économes, à être intelligents, alors que les fonctionnaires, non. Si c'est pour de la galette, ça sera plus honnête. Vous croyez que ça va marcher? Il dit, leur vigilance est excitée par l'intérêt. Dès que vous allez vouloir gagner plus d'argent, vous allez être plus vigilant, plus intelligent. Elle prévient les déchets et les pertes. Leur concurrence rend impossible tout monopole. Le monopole est impossible. Hein? Vous êtes au courant? Et le besoin continuel où ils sont de faire rentrer leurs fonds promptement pour entretenir la concurrence les engage à se contenter de profits médiocres. Un marchand va préférer vendre pas cher plutôt que de conserver en attendant que le prix monte. Il dit que ce n'est pas possible. Ils préféreront se contenter de profits médiocres parce qu'ils ont besoin de liquidité et qu'il va falloir que ça circule. C'est-à-dire que ce qu'il annonce, c'est que par son système, il n'y aura pas d'accaparement. L'obsession de la population, c'est des gens prennent le blé, l'accaparent, attendent qu'il monte et ensuite vont le vendre. C'est ça l'obsession. Et il dit, dans mon système, ce sera impossible. Il dit, plus le commerce est libre, animé, étendu, plus le peuple est promptement, efficacement et abondamment pourvu. Il n'a jamais vu ça, il l'a rêvé ça. Il l'a rêvé. On n'a jamais vu d'expérience où le peuple, le commerce, le peuple est promptement et à bon marché pourvu à la condition que le commerce soit libre, animé, étendu. C'est une vue de l'esprit. Il dit, les prix sont d'autant plus uniformes, ils s'éloignent d'autant moins du prix moyen et habituel sur lequel les salaires se règlent nécessairement. Plus le commerce est libre, plus les prix sont uniformes et de toute façon, les salaires nécessairement se régleront sur les prix. C'est qui fait la nécessité de régler le salaire sur les prix? Où a-t-il vu ça? Ça veut dire si le prix du blé monte, les salaires nécessairement monteront. Où a-t-il vu jouer ça? Ces encyclopédistes sont des rêveurs. Et on a fait de Turgot un grand génie en économie, puisque tout le système dans lequel nous vivons a été théorisé par Jacques Turgot. Hein? C'est de lui que ça vient. Il dit, les approvisionnements faits par les soins du gouvernement ne peuvent pas avoir les mêmes succès. Là où le roi demande à ses agents de surveiller, le bien commun ne se fait beaucoup moins bien. Il dit les agents qu'il emploie, c'est-à-dire en l'occurrence la police des grains, n'ayant aucun intérêt à l'économie, achètent plus chèrement, transportent à plus grands frais, conservent avec moins de précautions, ils se perdent et ils se gâtent beaucoup de grains. Ces agents peuvent par défaut d'habileté ou même par infidélité grossir à l'excès la dépense de leurs opérations. Vous voulez que les choses marchent bien, confiez-les à des marchands et retirez le pouvoir aux fonctionnaires. C'est une vue de l'esprit, une démonstration théorique qui parle d'un marché qui serait régulièrement approvisionné et où les négociants seront nécessairement raisonnables, vertueux et bons joueurs. Hein, c'est comme ça. Hein. Les gens qui font du commerce sont nécessairement raisonnables, vertueux et bons joueurs, puisqu'ils ont intérêt. Hein, c'est ça les Lumières. Turgot pense aussi que les producteurs vont s'empresser de surproduire, assurer qu'ils seront d'un débouché régulier et de prix stable. C'est une construction théorique d'un dogmatisme complètement imbécile. On ne produit pas assez, pourquoi? Parce que le paysan ne vend pas assez cher, dès qu'il va vendre plus cher, il va produire plus. Non, le paysan, il produit tant qu'il peut. Tant qu'il peut. Et pas brusquement, c'est plus cher, je vais produire plus. Ça, c'est un raisonnement de propriétaire. C'est pas un raisonnement de cultivateur. Le petit cercle des économistes, de ceux qui auront toujours du pain sur leur table, applaudit à tout rompre. C'est génial, disent-ils. Voltaire écrit « Il me semble que voilà de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Voilà la première fois qu'un roi a raisonné avec son peuple. L'humanité tenait la plume et le roi a signé. » C'est du Voltaire. C'est beau comme l'antique. Et il dit, je viens de lire le chef-d'œuvre de M. Turgot, il me semble que voilà de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Carrément, la révolution est arrivée.
Que fait Turgot? Il en profite pour... Non, c'est Voltaire au même moment, il en profite pour faire supprimer le journal de son ennemi personnel, Élie Fréron, qui lui n'est pas de cet avis-là. Alors quand vous entendez dire que les Lumières c'est la liberté d'expression, retenez ça, au moment des réformes Turgot, notre cher ami Voltaire, vous savez, celui qui aurait dit je ne suis pas d'accord avec ce que vous voulez, etc., a fait supprimer le journal de son vieil ennemi Fréron, qui lui était contre les Lumières. Voilà. Donc Fréron a eu son journal supprimé pour la xème fois, je ne sais pas, et il en est mort. Il s'est battu pendant 30 ans contre les Lumières, et à ce moment-là, il n'a pas survécu. Turgot disait « La haine des méchants et des fripons me flatte ». C'est-à-dire que tous ceux qui ne sont pas d'accord, c'est des méchants et des fripons. Les méchants et des fripons, ça veut dire des salauds et des fripons, c'est des voleurs. Hein. Le mot est très fort à l'époque. Fripon, de dire de quelqu'un qu'il est fripon, c'est très fort. Aujourd'hui, on dit ça d'un enfant, hein, c'est un fripon. Pas du tout. À l'époque, c'est très très fort. Les révolutionnaires arrêtés pendant la période de la terreur pour corruption, on les appelait les fripons. Hein. C'est un mot très 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 fort à l'époque. Et Turgot, au moment où il lance sa réforme, réduit son propre traitement. Il dit je touche tant, je supprime une partie, je renonce à une partie c'est pas son salaire, enfin de ses indemnités, de ce qu'il va toucher. Il montre l'exemple, il y croit, il veut absolument, il sait que ça va marcher, puisque c'est la raison qui maintenant est au pouvoir. Et il dit, il va y avoir des clameurs, il faut déshabituer le peuple de s'effrayer de voir sortir ses blés. C'est-à-dire, le peuple, quand il voit que son blé quitte son village, c'est pas parce que, objectivement, il a raison de s'inquiéter, c'est parce qu'il a l'habitude de s'inquiéter. Alors on va le déshabituer. Vous allez voir comment. Le 22 septembre, on ne parle plus que de ça en France. Et les amis des physiocrates, alors physiocrate, vous avez compris, c'est un mot synonyme de économiste. Le mot économie a été inventé à cette époque-là. Hein, le mot économie, c'est-à-dire la science des... Alors ils appelaient ça physiocrate, c'était la science de la nature, la science des échanges en fait, hein, des échanges, de ce qui va donner l'économie. Moi je ne connais pas d'autres mots, je suis désolé. Mais il y avait physiocrate ou économiste, c'était un synonyme, et les pro-physiocrates, c'était les amis de l'encyclopédie, de Voltaire, Diderot, Turgot, etc. Et ils écrivent « Les deux extrémités du peuple ne l'entendent point, à savoir les gens de la cour et ceux de la basse populace. » La basse populace. C'est vous et moi, la basse populace. Ne vous faites pas d'illusions. J'ai remarqué depuis longtemps qu'entre ces deux extrêmes, une grande conformité de penchants et d'opinions. Il ne se trouve de lumière et de vertu que dans la classe moyenne. On y est presque là, à la Révolution. C'est-à-dire que vous avez les gens de la cour, c'est les privilégiés, ils veulent moins que rien, et la basse populace. La basse populace, c'est vous et moi, c'est 90% de la population. Et ils disent, il n'y a de lumière et de vertu qu'entre les deux. Ça va être ce qu'on a appelé le tiers-état, c'est-à-dire en fait les bourgeois. Hein, parce que le tiers-état était censé représenter, ça je fais un bond vers la Révolution française, le tiers-état pendant la Révolution française, il représentait ce qui n'était ni la noblesse ni le clergé, à savoir le peuple, mais non, le peuple c'était 90% de paysans et il représentait la partie bourgeoise de ce qui n'était ni noble, ni... Et c'est là qu'on les voit à l'œuvre. Les lumières et la vertu, c'est eux qui les ont. C'est eux qui les ont, en tout cas ils en sont persuadés. Turgot fait vendre d'un seul coup toutes les réserves de blé du grenier du roi. Le roi maintenait dans toutes les grandes villes des greniers à telle fin de maintenir le blé entre 8 et 12 sous la livre en cas de manque. Il y avait des manques, il y avait des mauvaises routes, du gel, un excès de pluie, une mauvaise récolte. Le blé augmentait, pourquoi ? Parce que s'il fallait le faire venir de plus loin, il y avait plus de frais pour le faire venir, donc le blé augmentait. Pour faire baisser le prix du blé, le roi conservait partout des greniers d'abondance qui servaient en cas de besoin. Turgot les vide. S'il y a des greniers, la loi de l'offre et de la demande ne s'appliquera plus. Il les liquide pour 6 millions de livres, immédiatement, les prix baissent. Bravo. Et dès qu'ils ont fini de baisser, ils remontent. Et il n'y a plus de réserve. Le Parlement, donc les juges, retourne de vacances en novembre. Les juges prennent leurs vacances au mois de novembre. Voilà, la Toussaint, c'est la fête des juges. C'est comme ça. Et quand ils reviennent, on leur présente à enregistrer l'édit de Turgot. Et ils disent non, nous on ne peut pas. On ne peut pas.
Le Parlement demande une enquête sur la situation du marché, et Turgot dit une enquête. Il dit « Mon édit sera enregistré ». Quoi son édit? C'est le roi qui légifère, c'est pas Turgot. On voit que Turgot commence à se pousser un peu du col, il commence à parler comme s'il était le roi. Il n'est pas le roi, c'est le roi qui légifère. « Mon édit sera enregistré », dit-il. Il est de fait que l'édit sera enregistré de force, parce que le roi est intervenu, pas Turgot. Or, les prix montent. Turgot affirme « Cette hausse n'aura qu'un temps, et quand elle cessera, les accapareurs seront punis de leur cupidité et perdront pour toujours le goût de garder leur blé. » Ils rêvent. Ils rêvent. Un pilier du parti dévot, qui est le duc. Le parti dévot, c'est le parti de l'Église, le parti des anti-encyclopédistes. Pourquoi dit-on dévot? Parce que c'était les gens qui sont restés fidèles à la politique, à l'ancienne politique, et à l'Église, fidèles à l'Église. Le duc de Croÿ. Incidemment, le duc de Croÿ, c'est celui que j'ai mis en scène de façon romancée dans mon roman sur Damien. Le duc de Croÿ est un monsieur qui a mené l'enquête dans le cadre de la tentative d'assassinat du roi Louis XV par Damien. Donc le duc de Croÿ, c'est le même. C'est un très très honnête homme, très très pieux, très croyant, très pratiquant, et qui écrit « Ce fut, quoique sourdement et sans révolution, le plus grand coup porté à la religion depuis Clovis. » C'est-à-dire que ce que comprend le prince de Croÿ, c'est que si on laisse courir le marché, si on laisse les marchands faire, on s'attaque à la religion. Et c'est très bien vu. C'est très bien vu. Ça va marcher, ne vous inquiétez pas. Necker, c'est un banquier protestant qui est partisan de beaucoup de choses, mais pas de la liberté à tout cran. C'est un banquier, donc il est tout à fait d'accord pour se faire de l'argent, mais la liberté sans contrôle, il est contre, et il a publié un livre là-dessus. Eh bien, Turgot fait censurer le livre. Parce que la liberté, il ne faut pas exagérer. Il essaye de faire censurer le livre, et il le présente à un censeur. Alors un censeur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est désigné par ce qu'on appelle le bureau de la librairie, c'est une espèce de ministère de l'information, et on dit voilà, vous allez lire ce livre et vous allez nous dire, parce que le ministre ne peut pas tout lire, vous allez nous dire si c'est bien ou pas. Le censeur lit le livre, il dit non, c'est bien, il n'y a pas de souci, il n'y a rien de contraire ni aux bonnes mœurs, ni à la religion, ni rien du tout. L'écrit de M. Necker est bon, et si vous voulez que je le censure, il me faut un ordre. Turgot fait intervenir son ami Condorcet. Turgot n'a pas réussi à faire censurer le livre de Necker, donc il fait intervenir son ami Condorcet pour qu'il publie Lettres sur le commerce des grains, dans lequel il passe son temps à injurier ceux qui ne sont pas d'accord avec leur système génial. Voltaire, lui, il est prêt à se battre pour la liberté du commerce des grains, comme il s'est battu pour Calas. Il dit « Je suis très fâché qu'un banquier défende une si mauvaise cause ». Pour Voltaire, un banquier est là pour défendre des bonnes causes. En l'occurrence, il a défendu Calas. Je vous renvoie à mon livre récent sur Voltaire, où je raconte abondamment que la réhabilitation de Calas, ça s'est fait d'accord avec les banquiers. Et Voltaire estime que un banquier n'est pas là pour défendre de si mauvaises causes. C'était beaucoup mieux quand il défendait Calas. Et le 1er mai, Turgot, qui comprend que décidément il y a des résistances un peu partout, le 1er mai, donc son édit, il l'a rédigé au mois de septembre, il a été enregistré au retour du Parlement de force à partir du mois de novembre, et là on arrive au 1er mai. Et Turgot envoie au 1er mai au curé de Paris un mémoire dans lequel il dit « L'augmentation subite dans le prix des denrées peut mettre une disproportion entre les salaires et la subsistance. » Ah, je croyais que ça devait nécessairement... non, apparemment pas tout de suite. Et il écrit, tenez-vous bien. « Lorsque la cherté élève la denrée au-dessus des facultés du peuple, ce n'est point pour lui-même que souffre l'homme de journée, l'ouvrier, le manœuvre. Ses salaires, s'il était dégagé de tout lien, suffiraient pour le nourrir. Ce sont sa femme et ses enfants qu'il ne peut soutenir. C'est cette portion de la famille qu'il faut chercher à occuper et à salarier. Qui a inventé le travail des enfants? Turgot, 1er mai 1775. À retenir. Turgot
théorise non seulement le travail des enfants, mais le travail des femmes. Le père ne peut plus subvenir à sa famille. On va mettre au boulot les femmes et les enfants. C'est là que se dessine le 19e siècle. Qu'est-ce qui va se déclencher? La guerre des farines, immédiatement. L'hiver a été rude et le transport a été difficile. Que fait la police? La police dégrain. Rien, elle n'a plus le droit. La police n'a plus le droit d'intervenir alors que l'hiver a été rude et que le transport a été difficile. Avant, la police, elle se chargeait de ça. Dès le mois de décembre, alors là je vous ai dit la sortie de Turgot au mois de mai, le 1er mai, mais dès le mois de décembre, on signalait des émeutes à Caen. Pourquoi des émeutes? Parce que les gens vont au marché acheter du grain, il n'y en a plus. Ah, où il est? Ben, il est parti là-bas. Et il en reste, ben, il y en a là. Ah bah oui, mais il est 30% plus cher qu'hier. Ah bah attendez, c'est le prix du marché, vous ne voulez pas acheter? Non. Si, on va acheter mais au prix d'hier, au bon prix. On veut acheter au bon prix. Or, le bon prix pour la population, c'est le prix qu'ils peuvent le payer. Pour les économistes, c'est le prix du... Bravo. On suit. Début printemps 1775, 3 lieutenants de police de grosses villes viennent se plaindre de la disette, des murmures du peuple et de même de quelques commencements d'émeutes. C'est-à-dire que les lieutenants de police immédiatement alertent en haut lieu en disant « Attendez, ça va pas, le blé manque ». Le 12 mars, le procureur de Lagny sera en personne à Paris. Alors Lagny, Paris, vous voyez où c'est Lagny? C'est à l'est de Paris, hein. C'est quelques lieues de Paris. Le procureur de Lagny sera en personne à Paris pour attirer l'attention du ministère sur les circonstances critiques où se trouve l'abri. Ne vous inquiétez pas, ça va marcher. Le 14 mars, Turgot alertait des troubles à Caen. Le temps que l'information circule, il demande des punitions exemplaires et il exige de l'intendant la confirmation que le blé retenu a tout de même été expédié. C'est-à-dire qu'on lui a dit la population a retenu du blé et il écrit à l'intendant, vous avez bien récupéré le blé et vous l'avez bien fait partir, n'est-ce pas? Et il dit, il n'y a pas lieu de tenir compte des murmures du peuple, il faut qu'il comprenne au contraire que son opposition, ses mouvements et ses violences ne serviront qu'à faire prendre les mesures les plus efficaces pour le contenir. Le 12, une fermentation est signalée à Meaux. Ah bon, à Reims, je ne vous explique pas où se trouve Meaux. Incident sur le marché de la ville, où des marchands ont tenté de revendre sur place du blé avec une majoration de prix. Les gens sont furieux. Que fait la police? Rien, elle n'a plus le droit. Le 31 mars, le blé est à 21 sous. Or, les greniers sont vides. On ne peut plus faire baisser les prix. Courant avril, le blé sera à 24 sous, c'est-à-dire 2 fois plus cher que ce que les 3/4 des Parisiens peuvent l'acheter. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas. Non, les 3/4, 3 sur 5, 3 cinquièmes. Le 18 avril, la foule refusant. Alors là, je vais vous faire une citation. C'est l'excellentissime Stephen Kaplan qui a fait tout ce travail. C'est un historien d'origine américaine, Stephen Kaplan, que j'adore, qui a fait tout ce travail, qui m'a servi à faire cette conférence sur Turgot. Kaplan a écrit « La foule refuse de se pénétrer du préambule de l'édit de septembre pour tromper sa faim. » Les gens ont faim, et alors en lisant le préambule, ils n'ont pas moins faim. Voilà, j'aime bien la formule. Et la foule, le 18 avril 1975, envahit Dijon. Depuis 8 jours, ils ont faim. Le gouverneur de la région, le monsieur de la Tour du Pin, répond aux manifestants qui sont venus porter leur doléance. « Mes amis, l'herbe commence à pousser, allez la brouter. » Bon, il avait bu, il avait un coup dans le nez. Alors là, s'il n'est pas mort ce jour-là, c'est parce qu'il avait vraiment un ange tutélaire qui a dû le sauver de la foule. Ça s'est vraiment très très mal passé. La foule a jeté de la farine à la rivière. Pourquoi? Ils ont faim, parce qu'on leur a donné à acheter de la farine frelatée. Et le peuple, il est comme ça, il veut de la bonne farine, pas des fonds de cuve qui datent de l'année dernière et qu'on va leur vendre à prix d'or. Donc ils jettent la farine frelatée à la rivière et ils disent on veut de la bonne farine. La troupe arrête 40 meneurs et on écrit au ministre que l'émeute a été provoquée par ses ennemis. Ah ben oui, il faut savoir que les gens qui font des émeutes à Dijon, ce sont les ennemis de la raison et des lumières, on est d'accord.
Enfin, en tout cas, c'est comme ça c'est comme ça que Turgot le prend et que les gens qui veulent lui lécher les bottes lui disent. Il dit le prix du pain n'est pas en cause, c'est la bêtise populaire, c'est un complot contre les Lumières. C'est un coup des curés, ça encore. Turgot écrit à Monsieur de la Tour du Pin le 20 avril. Je ne suis pas étonné, monsieur, du tumulte arrivé à Dijon. Toutes les fois qu'on partage les terreurs du peuple et surtout ses préjugés, il n'y a point d'excès auquel il ne supporte. Quand le peuple veut acheter son pain au même prix qu'avant les réformes libérales, ce sont des préjugés. Préjugés égale imbécilité, on est d'accord. Les gens qui réfléchissent n'ont pas de préjugés. Et Louis XVI, le malheureux Louis XVI, ajoute de sa main sur la fameuse lettre « Autant je désire que mon peuple soit heureux, autant je suis fâché quand il se porte à des excès où il n'y a nulle trace de raison. » Alors là, on peut dire que le roi est sous influence pour écrire ça. Aucun des aïeux de Louis XVI n'aurait écrit une chose pareille. Le 24 avril toujours, Turgot écrit au vicomte Mailleur de Dijon, l'équivalent du maire. « Ce n'est pas le peuple qui doit vous conduire, c'est la loi. C'est vous qui, chargé de la police, devez régler, conduire, contenir le peuple et le plier à la soumission à la loi. » Fermez le bas. Il réagit, il dit si c'est trop cher, on va supprimer certains droits pour alléger les prix. Vous savez, alléger les charges. Alléger les charges, c'est pas idiot. Les prix sont trop hauts, on va alléger les charges. Mais les charges, c'est de l'argent qui rentre dans les caisses des municipalités. Si on allège les charges pour faire baisser le prix du pain, on supprime des rentrées pour le service public, par la même occasion. Hein? Au bénéfice de qui? Des marchands. Ça rappelle quelque chose? Non. Et il organise massivement des ateliers de charité, de travaux publics, sur le mode de ce qu'il avait fait lui-même dans le Limousin. Les gens ne peuvent pas manger, on va leur organiser des travaux publics et on va leur donner la béquille. Et pour des populations comme les populations françaises qui pendant des siècles et des siècles ont vécu dans la dignité, attendez, la misère en France, elle a eu régulièrement des vagues à l'occasion des guerres et des épidémies. Là, il n'y a ni guerre ni épidémie. On est en pleine période faste et les gens ont faim. Et on leur organise des ateliers de charité. Il y a des émeutes partout, à Reims, à Tours, à Metz, à Montauban, à Beaumont-sur-Loise, entre Chantilly et Pontoise, dans le nord de Paris. La foule réclame la taxation. Qu'est-ce que la taxation? La fixation du prix. Nous voulons le pain à 20 sous. Taxation, taxation. On veut taxer le pain à 20 sous. Voilà, c'est ça la taxation. Les femmes sont de toutes les manifestations de la guerre des farines. Elles s'emparent des sacs de blé et de farine, mais elles ne les vendent pas. Elles les vendent au prix taxé. Les émeutes de la guerre de farine n'ont pas été des pilleries, ça a été des redistributions de la marchandise au prix d'avant la réforme libérale. Personne n'a volé et on portait le fruit de la vente au procureur en personne. Quand les femmes avaient vendu le blé au bon prix, elles allaient voir le magistrat local en lui disant « Voilà monsieur, le prix de la vente. Débrouillez-vous pour payer qui dedans ?» Les marchands reviennent chercher le procureur pour qu'il leur récupère la marchandise mal vendue. Les marchands sont tellement persuadés que maintenant le pouvoir est avec eux qu'ils essayent de récupérer la marchandise qu'on a vendue à un mauvais prix. Les procureurs, épouvantés, se terrent. Comment est-ce que les autorités locales peuvent être prises impunément entre une population exaspérée, hors d'elle, et des marchands goguenards qui disent « mais nous, on a l'autorisation du gouvernement ». À Pontoise et Beauvais, le 29 avril, à Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain, Denis et Gonesse, Saint-Denis et Gonesse, c'est-à-dire que ça se rapproche de Versailles, le 1er mai, émeute, émeute, émeute. Les gens envahissent le marché et les marchands affrontent la foule. La révolte suit le cours de la Seine et les péniches chargées du blé devenu plus cher que l'or. Les routes sont prises d'assaut. Le blé circule sur des canaux et les gens arrêtent les barges et les péniches. Notre blé est en train de partir. On ne crie pas contre le roi, on réclame la taxation. C'est tout. C'est pas à mort le roi, c'est taxation, taxation. Un édile, et il y en a eu beaucoup qui ont fait ça, des magistrats locaux qui prennent sur eux de donner satisfaction à la foule. Un édile prend sur lui d'imposer un prix à des marchands. La foule vient voir est-ce que c'est un procureur? Enfin, vous savez, c'est des autorités locales. La foule prend un édile à partie en lui disant voilà, nous voulons le blé à temps, et l'édile dit d'accord, il impose au marchand de livrer sa marchandise au prix
Qu'a voulu la foule? Eh bien, Turgot le fera mettre à la Bastille pendant 7 semaines pour lui apprendre à obéir au peuple. Le Noir, qui était l'ancien lieutenant général de police. Alors, l'ancien général de police, à la manière, police des grains, police qui protège la population contre les marchands à pain inverse. Il raconte qu'à la fin avril, en 4 ou 5 jours, il a adressé à Turgot 9 lettres, parce que le lieutenant général de police reçoit des plaintes de partout, et il ne reçoit pas de réponse. Il s'adresse à Albert. Albert, c'est un proche de Turgot, libéral de chez Libéral. Et Albert lui dit, le ministre a reçu toutes vos lettres, ne vous inquiétez pas, vous ne devez pas douter de ses principes, et je ne sais pas de quoi vous vous alarmez. J'ai vu le pain à Paris à plus de 4 sous la livre, et je n'en ai point été effrayé. Donc en fait, Turgot avait reçu toutes les alertes du lieutenant général de police lui disant, c'est l'émeute partout. Le 1er mai, des femmes veulent payer le bon prix, et comme on refuse, on leur refuse, elles prennent le blé pour rien. Voilà, il y a un cas connu, où on ne voulait pas qu'on le prenne à 20 sous, bon, on le prend pour rien. Voilà. Et le mardi 2 mai, Versailles est attaqué, écrit le roi Turgot. On annonce au roi que la foule est en train de marcher sur le château. Turgot est à Paris avec Sartine Miromesnil et le lieutenant général de police le Noir. Donc le roi est seul à Versailles, sans ses mentors, sans ses grands conseillers, et la foule s'approche. Que fait le roi? Il va au balcon, il veut parler au peuple, et là la foule hurle. Le roi est obligé de reculer. Il sort et il pleure, il ne comprend plus. La foule ne veut plus obéir. Le gouverneur militaire de Versailles s'appelait le prince de Poix. Quand on voulait se moquer de lui, on disait le petit Poix, ce qui n'était pas très grand. Quand il voit arriver la foule, quand il voit arriver l'émeute, il donne l'ordre de vendre le pain à 8 sous en croyant l'émeute reine de la rue. Donc, il rassemble la garde, il dit que voulez-vous? La foule dit on veut le pain à 8 sous, et vous vous dispersez? Oui, écoutez, il dit c'est simple, on fait le pain à 8 sous, et il rentre, il va voir le roi, et il lui dit Majesté, l'émeute est terminée, j'ai donné le pain à 8 sous. Vous avez fait ça? Bah oui. Il dit mais enfin vous voulez quoi exactement? Vous voulez qu'on garde le pain au prix du marché et sans qu'on tue personne, ou vous voulez on peut rentrer dedans? Je veux dire, les autorités ne comprenaient pas. Il fallait contenir le peuple sans faire de mort, puisque le roi ne voulait pas. Alors le roi toujours il disait non, ne tirez pas dans le tas, surtout pas. Bon bah alors vous voulez pas qu'on tire dans le tas, mais vous voulez pas qu'on baisse les prix? Vous voulez quoi au juste? Turgot reprend la main. Il occupe brusquement un poste de Premier ministre parce qu'il donne des ordres à la police et à l'armée. C'est-à-dire que pour que la libération des prix du grain puisse fonctionner, il faut que le ministre des Finances devienne à la fois ministre de la Défense et de l'Intérieur. Turgot à Biron c'était le commandant de l'armée de Paris, et au marquis de Poyam à la tête d'une autre destinée à la province. Il leur dit « Ceux qui continueront de s'attrouper encourront la peine de mort et seront les contrevenants arrêtés et jugés sur le champ. Tous ceux qui dorénavant quitteront leur paroisse sans être munis d'une attestation de bonne vie et mœurs signée de leur curé et du syndic de leur communauté seront poursuivis et jugés prévotalement suivant la rigueur des ordonnances. » C'est-à-dire que pour que la circulation des grains puisse avoir lieu, on interdit la circulation des hommes, c'est ça. Circulation de quoi? Liberté de quoi? Dorénavant, un paysan qui va quitter son village, il va falloir qu'il ait un certificat de bonne mœurs de son curé. C'est bien la liberté du commerce. Au moment où Louis XVI va signer cet édit hallucinant, il dit « Au moins, n'avons-nous rien à nous reprocher ?» Commence à comprendre le roi. Il a beau avoir que 20 ans, il n'est pas idiot. Condorcet, vous savez, le grand Condorcet, le doux Condorcet, il est devenu enragé. Il dit « Le peuple ne sera tranquille que quand il saura qu'on a puni quelques-uns de ses brigands. » En attendant, le mal gagne. Vous savez ce que c'est un brigand à l'époque? Dans 20 ans, même pas, on massacrera les Vendéens. Parce que ce ne sont pas des gens, ce sont des brigands. Brigands, c'est la déshumanisation en marche. Condorcet écrit « Je ne vous exhorte pas à avoir du courage, mais à ne pas avoir d'indulgence. » Le peuple se soulève. Il faut le mater.
C'est la loi martiale, de dire ceux qui continueront de s'attrouper encourront la peine de mort, c'est ça que ça veut dire. Loi martiale pour une population affamée qui ne peut plus s'acheter son pain. Le soulèvement est général à Paris. Les boulangeries vont être pillées sans qu'il soit versé une goutte de sang. La population a pris d'assaut les stocks de nourriture et ne s'en est pas prise aux gens. Pas un possesseur de boulangerie ne sera tué. Il n'y aura que des gens, des ouvriers, des gens qui ont leur travail quotidien pour vivre, qui participeront aux émeutes. À 7h du soir, c'était fini. La police a laissé faire, parce que quand elle a fait quelque chose, elle s'est mise du côté du peuple. La police n'a jamais compris qu'après avoir, pendant des générations, été là pour défendre le peuple contre les marchands, on vienne lui demander de protéger les marchands contre le peuple. Donc la police a été passive, honneur à elle. La réaction de Turgot face à cet échec cuisant, il renvoie le lieutenant général de police. Vous avez été nul, je vous renvoie. Il change le commandement suprême des troupes qui passe de Muy à Biron, c'est-à-dire qu'il fait vraiment œuvre de Premier ministre, poste qu'il n'a pas. Le Parlement s'assemble le 4 mai et fait afficher un arrêté qui interdit les attroupements, le Parlement est dans son rôle, mais ajoute que le roi sera supplié de faire diminuer le prix du pain. Le Parlement prend à l'outrecuidance de publier qu'il va demander au roi de faire baisser le prix du pain. Turgot fait couvrir l'affiche du Parlement par celle par laquelle il promet la peine de mort aux émeutiers par jugement en cour prévôtale, c'est-à-dire jugement expéditif sans passer par les procédures habituelles du Parlement. Le Parlement déclare une telle procédure attentatoire à ses droits et Turgot fait deux rechefs convoqués à Versailles pour un lit de justice, c'est-à-dire que Turgot, pour contrer le Parlement, obtient du roi un lit de justice pour faire passer son édit. Un lit de justice, c'est une décision qui, faite en présence du roi, abolit la délégation de pouvoir qui permettait aux magistrats de résister. J'explique. Les magistrats rendent la justice au nom du roi, en son absence. Quand le roi est là, ils ne peuvent plus résister. Tout ce qui est fait en présence du roi sera exécutoire immédiatement. Et de nouveau, cet édit absolument abominable est enregistré par lit de justice. Le lit de justice a lieu le 5 mai 1775. On y accrédite la thèse du complot dont on ne sait pas quels sont les instigateurs. C'est-à-dire que si rien ne va, c'est parce qu'il y a un complot contre les Lumières et la raison. Alors Voltaire s'est distingué là, pendant la période. Alors il était à Ferney, je sais pas où vous savez où c'est Ferney, c'est en France, mais c'est juste à côté de Genève. Et Voltaire a apporté son soutien à Turgot par une diatribe, alors qu'il n'a pas quitté Ferney. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que il y a 500 km entre Versailles, entre Paris et Ferney, et il est tenu au courant. Là, c'est-à-dire qu'il y a des chevaux qui galopent toute la journée et que les courriers passent. Je veux dire, il y a une poste qui fonctionne, la poste royale fonctionne magnifiquement, et Voltaire est tenu au courant au jour le jour, alors avec un délai, il est tenu au courant au jour le jour de tout ce qui se passe. Et alors qu'il n'a pas quitté Ferney, il écrit ce qu'il a appelé une diatribe, qui raconte que ce sont les prêtres des campagnes dont le fanatisme a saisi cette occasion de soulever le peuple contre l'encyclopédie au pouvoir en la personne de Turgot. Pas beau ça. Alors il écrit, quand nous approchâmes de Pontoise, il fait comme s'il y était, quand nous approchâmes de Pontoise, nous fûmes tout étonnés de voir environ 10 à 15 000 paysans qui couraient comme des fous et qui criaient « Les blés, les marchés, les marchés, les blés !» Ils s'arrêtaient à chaque moulin, le démolissaient en un clin d'œil et jetaient le blé et la farine et le son à la rivière. Un petit prêtre leur suggérait d'une voix de stentor « Saccageons tout, mes amis, Dieu le veut, détruisons toutes les farines pour avoir de quoi manger. » Cet ecclésiastique expliqua à nos voyageurs qu'avec des confrères, il était l'un des chefs de la foule. Nous avons reçu de l'argent pour cette bonne œuvre, dit-il. Ce menteur qui n'a pas quitté Ferney nous raconte que les émeutes de la guerre de Farine, c'était des prêtres qui poussaient des populations d'imbéciles à qui distribuaient de l'argent à jeter le blé à la rivière et à détruire les moulins. Et je veux vous dire, lisez le Condorcet de Elisabeth et Robert Badinter. Ils reprennent cette thèse-là. Ils disent, mais oui, dans les émeutiers, il y en a un, on a trouvé de l'or sur eux. Ben oui, la source, c'est Voltaire. Il n'y en a pas d'autre. Et quand Voltaire dit quelque chose, mais Voltaire, il ment tout le temps. Tout le temps. Et là, il a pris fait et cause pour Turgot contre cette populace imbécile qui écoute des curés, dont on voit bien qu'à partir du moment où il jette le blé à la rivière
pour pouvoir manger, ce sont des imbéciles, des crétins, et la guerre des farines n'est qu'un complot contre la raison. La répression de la guerre des farines a été féroce. À Paris, on a arrêté 1 millier de personnes au hasard, dont les 2/3 ne savaient pas lire et de toute façon n'auraient pas lu du Necker. C'est-à-dire que si complot il y a eu, c'était certainement pas en raflant des gens au hasard dans la population qu'on pouvait trouver les meneurs. Le 11 mai à 15h, on a pendu en place de Grève 2 innocents. Un jeune homme de 28 ans, Jean-Denis Desportes, et un tout jeune homme de 16 ans qui s'appelait Jean-Claude Léguillet, qui pleurait, qui hurlait. On a dressé l'échafaud à 6 mètres de haut, mais personne ne les verra. 2 rangs de soldats, l'un tourné vers la foule et l'autre vers l'échafaud, empêchent tout le monde de voir. Les condamnés hurlent, ils demandent la grâce. On imagine que la grâce va arriver. La grâce n'arrivera pas, comme elle n'est pas arrivée dans le cas des enleveurs d'enfants, enfin le procès des malheureux qui s'étaient révoltés en 1750 dans le cas des enlèvements d'enfants. La foule espère la grâce, mais qui va la demander, la grâce? C'est pas Turgot. Turgot, il veut que la justice se passe. Et les condamnés ont été exécutés. Turgot a écrit au curé, par l'intermédiaire des évêques, « Vous êtes instruits du brigandage inouï qui s'est exercé. » Le brigandage inouï. Turgot, cet anticlérical, demande l'aide de l'Église pour que l'Église aille en chair fustiger les brigands qui ont osé prendre le bien d'autrui. Turgot a fait dédommager les marchands qui avaient été obligés de vendre leur blé à moindre prix que celui qu'ils voulaient, et il a fait dédommager les marchands par les communautés urbaines et villageoises, c'est-à-dire par la communauté. Dans un village où un marchand avait été obligé de céder son blé moins cher, on a fait payer le différentiel par la commune, c'est-à-dire par les habitants, même ceux qui n'avaient rien fait. Et il écrit « Si la répartition générale de ces sortes de dédommagements est un mal pour les particuliers innocents sur qui elle tombe, elle est néanmoins indispensable pour établir la confiance des commerçants contre les mouvements populaires et pour intéresser la totalité des pays à les prévenir et à s'y opposer. » Voilà très exactement ce que c'est que Turgot au pouvoir. Tout pour les marchands. À Versailles, quelqu'un a distinctement entendu « Le roi sera sacré le 11, c'était 11 juin, c'était ici, le roi sera sacré le 11 et massacré le 16. » Turgot n'a pas fait que s'intéresser au blé et à la farine. Il a signé 6 édits, notamment l'édit de suppression des corporations. Alors, les corporations, c'était le mode d'organisation des métiers sous l'Ancien Régime. C'était des grandes familles. Vous pouviez entrer dans une corporation comme... Vous pouviez être né dans le ruisseau et terminer une belle carrière en étant un ouvrier reconnu qui a ses entrées à la cour. Voilà. Les corporations étaient le mode de fonctionnement des métiers. Et le mode de fonctionnement des métiers était à la fois un mode de fonctionnement paternaliste, mais extrêmement sévère, c'est-à-dire extrêmement protecteur et extrêmement sévère. C'était dur de devenir compagnon, c'était dur de devenir maître, c'était très dur de devenir incorporé. Une fois que vous étiez dedans, vous aviez l'équivalent de la sécurité sociale, je veux dire, il y avait des indemnités pour les veuves, il y avait si vous tombiez handicapé, vous aviez c'était l'équivalent de caisse de retraite, sécurité sociale, assurance maladie, assurance chômage, tout. C'était ça les corporations. Et ça, c'était la bête noire des encyclopédistes, et c'était la bête noire également de Turgot. Donc, j'ai fait toute une conférence qui est disponible sur le site d'Égalité et Réconciliation sur la suppression des corporations. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus, mais je vous y renvoie. Je ne peux pas tout dire en 2 heures, donc je vais être obligé de sauter sur la suppression des corporations. Mais sachez que Turgot a considéré que le travail doit être libre, et que la liberté du travail, c'est le bien le plus précieux de l'homme. Il a vendu ça à Louis XVI. La liberté du travail est le bien le plus précieux de l'homme. Tout homme doit avoir le droit de travailler, d'accord? Et ce droit de travailler fait que, pour qu'il ait ce droit, il faut qu'il ait un contrat libre, entre l'employeur et l'employé. C'est-à-dire l'abolition de toutes les règles.
Et c'est cette liberté qui va ouvrir des fabriques dans lesquelles les femmes et les enfants vont être payés à faire des journées interminables. Enfin bon, c'est la misère ouvrière, c'est ça, c'est la fin des corporations. Parce que dans le même temps, bon, c'est la Révolution française qui va valider ça. Ça va être validé en 1791, d'une part par l'abolition officielle par le traité d'Allard de toutes les corporations et par la loi Le Chapelier qui va interdire de recréer des coalitions ouvrières. Donc c'est Turgot qui est véritablement à l'origine de la prolétarisation du monde ouvrier. Les ouvriers étaient des gens qui vivaient dans des grandes familles ouvrières qui s'appelaient les corporations. À partir de la Révolution libérale, à partir de Turgot, enfin pas uniquement, je veux dire, il y a les précédents, il y a Gournay, et puis il y a d'autres choses après, mais globalement, autour de cette idéologie-là, on peut dire que l'ouvrier va cesser d'être un maître de son outil de travail pour être totalement prolétarisé entre les mains de quelqu'un qui va chercher à faire de l'argent sur son travail et non pas à promouvoir le travail en tant que lui-même. Regardez les bâtiments, par exemple. Regardez l'architecture en France entre avant la Révolution et depuis la Révolution. Il y a pratiquement une coupure. Avant, les travaux, les objets, les constructions, enfin tout ce qui est fait par des ouvriers, est fait par des ouvriers incorporés, par des métiers. Donc on recherche le beau, le solide, le durable. Et après, c'est de plus en plus moche, de plus en plus... bon, je sais pas... Regardez, sortez, vous verrez. Allez faire un petit tour à la cathédrale et puis regardez. Enfin, je vous laisse. Je pense que tout le monde a compris. Alors, je voudrais vous parler du principe des ateliers de charité qui avait été expérimenté à Limoges en 1770. Et c'était déjà par conséquence du libéralisme. Les ateliers de charité que Turgot avait mis à l'époque, c'était parce que, je vous dis, l'expérience libérale avait commencé en 63-64 et en 70, on en payait encore les conséquences. Donc, le principe de l'atelier de charité consiste à mettre toute la population qu'il peut à contribution pour alimenter la caisse de charité. Bon. Donc, on va créer un atelier de charité qui va payer tout le monde, la population, le village. Et on va demander que soit dressé, et ça Turgot l'a appliqué, demander que soit dressé un état détaillé des besoins des familles. C'est-à-dire qu'on envoie dans les familles des inspecteurs qui vont les regarder qui a besoin de quoi. C'est extrêmement humiliant. Extrêmement humiliant. Le principe de l'atelier de charité consiste à dire qu'on ne donnera rien en échange de rien, sauf vieillesse ou incapacité. C'est-à-dire que vous voulez la charité au boulot. Turgot avait théorisé que le mal ne durerait que jusqu'à la prochaine récolte. C'est-à-dire que quand il a organisé les ateliers de charité, il n'a pas dit le mal ne va durer que jusqu'à la prochaine récolte, mais le mal ne durera en général que jusqu'aux prochaines récoltes. C'est-à-dire qu'il a commencé à théoriser, à organiser une pénurie alimentaire récurrente. Les libéraux ont compris que si le système libéral était retenu, tous les ans, il y aurait problème à la soudure, il faudra faire des ateliers de charité parce que les gens ne pourraient pas joindre les deux bouts. Il suggère de ne donner de secours qu'aux pauvres du lieu. Les étrangers seront secourus simplement pour leur permettre de rejoindre leur pays. Et les malades seront mis à l'hôpital. C'est-à-dire, vous êtes pauvre et vous avez un malade chez vous, hop, on vous l'enlève. Ah, mais on veut le garder. Non. Ben non, vous ne pouvez plus, vous êtes pauvre. Hein? C'est bien. Alors, tous ceux qui le peuvent doivent faire entreprendre les travaux qu'ils remettaient à plus tard, comme embellissement, amélioration de leur maison et tout. C'est-à-dire qu'il faut des ateliers de charité, il va falloir employer les gens. Alors hop, vous avez des trucs à faire dans votre commune, allez-y, dites-nous. Allez, on attend, d'accord, là vous avez une route à refaire, allons-y. Il faut trouver des travaux publics à faire. Donc si vous n'en avez pas, vous allez chercher, remuer la terre, faire des travaux publics, des grands chemins, des choses comme ça. Il y a de la pauvreté, allez, trouvez-nous de quoi occuper tous ces braves gens. Il dit, les femmes et les enfants peuvent facilement ramasser des cailloux et raccommoder un chemin, porter de la terre et des paniers. Ah bah allons-y. Pour faire du terrassement, les femmes et les enfants, c'est idéal. Ça s'appelle le progrès, je vous signale. Et il dit, de toute façon, les femmes et les enfants auront un rendement moindre, mais c'est pas grave, on paiera tout le monde à la tâche. C'est pas bête ça. À la tâche. Vous portez moins, vous portez moins, vous gagnerez moins. Comme ça, vous mangerez moins, mais c'est pas grave. Vous aurez besoin de moins. Et il disait, pour empêcher les gens de métier de venir manger le pain des pauvres, c'est-à-dire pour empêcher les gens de métier de venir faire ce travail-là, on fera des salaires très bas, très très bas, pour ne pas faire concurrence aux gens de métier. Et il dit, il n'est arrivé que trop souvent que des pauvres auxquels on avait donné de l'argent pour leur subsistance et celle de leur famille l'ont dissipé au cabaret.
et ont laissé leurs familles et leurs enfants languir dans la misère. Il est plus avantageux de donner à chaque famille les denrées dont elle a besoin. Donc on ne va pas les payer, on va leur donner du pain, et quand celui-ci sera devenu trop cher, du riz, la béquée. C'est pas beau les ateliers de charité? Les ateliers de charité, c'est pour les gens qui, de par les réformes libérales, et ça sera encore un autre sujet, parce qu'il y a eu également concurrence absolument déloyale qui ont été faites avec des produits qui sont arrivés à bas prix d'Angleterre, des gens qui, avant le système, vivaient dignement de leur travail, sont devenus, à cause de ces réformes libérales, miséreux, et les solutions des ateliers de charité que je viens de vous décrire, c'est ça qu'a proposé Turgot. Et croyez-moi, la population française n'était pas habituée à ce qu'on lui donne la béquée et à ce qu'on lui garantisse les salaires les plus bas possibles pour ne pas faire concurrence aux gens de métier. Et Turgot a vanté son système en disant qu'il a très bien fonctionné depuis la suppression de la corvée. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a supprimé la corvée c'était l'obligation. La corvée c'était un impôt en nature. Bon, il faut savoir ce que c'était que la corvée. La corvée, ça consistait à dire, il faut faire les routes. Bon, c'est vous qui allez faire les routes. Pourquoi? Parce que c'est vous qui êtes les travailleurs sur une seigneurie, et qui est-ce qui va faire les routes? C'est pas le seigneur. Le seigneur, lui, il va à la guerre. Donc c'est la population. Mais c'est un impôt, en fait. C'est un impôt, la corvée. C'est un impôt qui se paye en journée de travail. Bon, pour avoir des routes, mais tout le monde veut des routes. Turgot a supprimé la corvée. Mais c'est pas grave, puisqu'il a fait des ateliers de charité. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on supprime un impôt qui est, d'une certaine manière, alors que la corvée soit devenue à l'époque complètement furieuse et complètement délirante, ça c'est une réalité. Mais dans son principe, la corvée était un impôt qui était plutôt bien perçu, j'ai dit bien dans son principe, parce qu'au lieu de vous taxer de l'argent, on vous taxe des journées de travail, et puis les journées de travail, c'est organisé en fonction de la production des champs, etc. C'était toujours organisé du mieux possible. Et puis quand la corvée est devenue complètement folle, on l'a supprimée, puis on l'a remplacée par des ateliers de charité. C'est pas bête, hein, faire travailler les misérants en les payant avec des poignées de riz. Hein? Ça marchera aussi bien. Bon, on va arrêter là pour Turgot. Je vais vous dire une chose. Quand j'ai commencé à reprendre mes études, quand j'ai commencé à entendre parler de Turgot, on me l'a présenté sous deux casquettes. Le premier, c'était un économiste génial. C'était un économiste génial. Dites-vous bien que tout le système, à l'heure actuelle, chaque fois que j'ai des gens qui qui essaient de discuter avec moi sur des groupes de discussion sur Internet à partir de Turgot, ils me disent « Mais enfin, reconnaissez quand même que Turgot est à l'origine de ci, Turgot est à l'origine de ça. » Il paraît que Turgot, c'est vraiment le génie fondateur de cette science qui est l'économie, hein, qui s'enseigne encore avec le résultat qu'on connaît. Et on m'a toujours dit que Turgot était quelqu'un de génial. Voilà, je vous ai expliqué en quoi il a été génial. Et d'autre part, on m'a toujours dit que c'était un humaniste. C'est un humaniste parce qu'il a toujours pris en compte la souffrance du peuple. Eh bien, je vais vous dire, il y a un grand monsieur qui s'appelait Alexis de Tocqueville qui a écrit sur la veille de la Révolution. Il a écrit un remarquable ouvrage qui s'appelle il y a Révolution dans le titre. Le titre m'échappe, mais si vous cherchez le livre de Tocqueville, il est disponible partout. Sur l'état de la France à la veille de la Révolution, Tocqueville a trouvé dans les écrits de Turgot la réflexion suivante, et qui va vous donner une idée très précise de l'humanisme de ce grand monsieur. Il disait, les communautés de campagne c'est les villages. Hein. Un village, c'était une communauté. D'accord ? Les communautés de campagne sont composées, dans la plus grande partie du royaume, de paysans pauvres, ignorants, brutaux et incapables de s'administrer. Et bien avec ça, on fait une belle révolution. Voilà. Et j'en ai terminé.